Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, vous le savez, chaque mois, on réunit sur ce plateau des talents bruxellois qui rayonnent à l'étranger. Ce soir, focus sur un domaine qui intéresse tout le monde, mais qui est parfois peu connu, le sport sous toutes ses coutures. Alors, comment évoluent nos sportifs bruxellois? Est-il possible de vivre du sport ici à Bruxelles? Ce sont les questions qu'on se posera ce soir avec nos 5 invités. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter très rapidement Amal Amjahid. Tout d'abord, vous êtes Jiu-Jitsuka. C'est très difficile à dire. Je me suis entraînée, merci beaucoup. Depuis vos 7 ans, vous avez aujourd'hui 22 ans et vous avez déjà 4 prix mondiaux au compteur. C'est quand même pas mal. Ce soir, vous avez la chance d'être accompagné de votre coach et beau-père, Ouri Khalid. Je passe de l'autre côté. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là ce soir. Nicolas Meus, le combat toujours, mais sur le terrain, cette fois en groupe. Vous êtes un rugbyman. Alors, vous avez longtemps joué dans l'équipe nationale belge, les Diables Noirs, à pas confondre avec les Diables Rouges, évidemment. Je pense que vous seriez très en colère. Vous êtes aujourd'hui à la tête du conseil d'administration de la Fédération belge de rugby et vous continuez à jouer au club Kituro à Schaerbeek. Tout est exact, parfait. À côté de vous, une autre fille, Anna Van Bellingen. Alors vous, c'est plutôt le poids qui vous intéresse plus que le cardio, si ce n'est que les deux, à mon avis, sont fortement liés. Vous avez embrassé l'athlétisme pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est l'haltérophilie qui vous intéresse. Vous aussi, vous avez plusieurs médailles en championnat d'Europe au compteur. Félicitations à vous. Tout de suite, on prend un peu de vent, on hisse les voiles avec vous, Martin. Vous avez décidé de tout quitter il y a 2 ans pour embrasser votre passion, la voile. Alors, vous avez commencé avec un challenge assez impressionnant, hein. Vous avez traversé l'Atlantique en solitaire. C'était le 1er octobre. On reviendra aussi sur cette grande aventure. Merci à tous d'être sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est la raison pour laquelle vous, grand sportif, vous avez décidé d'emprunter cette voie qui est une voie disons semé d'embûches. Alors je vais commencer par vous, Amal. Il existe toute une série de sports hein, pour les jeunes enfants de 7 ans. Le jiu-jitsu, c'est pas tout à fait commun. Alors pourquoi ce choix-là? En fait, à la base, c'est que à l'école, je me battais beaucoup, donc à la cour de récréation. Et les professeurs avaient conseillé à ma mère de m'inscrire dans un sport de combat. Et moi, ce que je voulais faire, c'était la capoeira, qui est un sport brésilien. Et en cherchant, ma mère est tombée sur le jiu-jitsu brésilien. On dit jiu-jitsu, pas jiu-jitsu. Brésilien. Et dès que j'ai essayé, j'ai tout de suite accroché. Ça a été le sport qu'il me fallait. Pourquoi? Parce qu'il y a du contact, parce qu'il y a du physique, il y a tout en même temps? J'ai essayé plusieurs sports et le fait que je sois petite et légère, c'était un peu difficile de faire de la boxe, du taekwondo. Et le jiu-jitsu, c'est le sport qui permet aux plus légers et aux plus faibles physiquement de pouvoir affronter et battre les plus forts. Donc c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce sport. Vous dites justement battre. Alors à côté de vous, on a Ouri, donc vous êtes son coach et son beau-père. Vous vous êtes rencontrés finalement dans ce domaine-là, le domaine du jiu-jitsu. Est-ce que vous avez vu directement en Amel un potentiel? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Bien sûr, j'ai vu un potentiel, mais je le vois aussi chez chaque jeune qui vient chez moi. Après, voilà, c'est avec la persévérance, avec la régularité, avec le travail du quotidien qui fait que on arrive à peaufiner le travail, à obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui avec Amel et avec d'autres jeunes. Le résultat, juste en 2 mots, c'est quoi? Bon, elle a déjà 3 titres mondiaux et 2 titres de médailles d'or aux World Games, donc aux Jeux mondiaux. Voilà. Félicitations. On reviendra évidemment sur votre histoire dans quelques instants. Nicolas, je me tourne vers vous. Alors ici aussi, hein, c'était une question de circonstance. Votre rencontre avec le rugby, il y a eu les scouts, il y a eu l'internat et puis il y a eu l'équipe nationale. Alors d'une part, est-ce que c'était un choix? Et puis comment vous avez atterri dans cette équipe? C'était pas un choix, ça s'est un peu présenté à moi, la magie de la vie. En fait, mon club est remonté en première division en 2009 et j'étais à ce moment-là à bord d'une équipe de potes qu'on avait créée entre potes, des anciens de l'internat. Et voilà, là j'ai eu l'appel de la compétition et on a fait une bonne saison parce qu'en tant que promu, on a été champion de Belgique en fait, de première division. Et les performances de mon équipe m'ont permis de me faire remarquer aux yeux des sélectionneurs de l'époque. Ah donc c'est quelqu'un en fait qui vous sélectionne, qui voit le potentiel aussi? Voilà, je crois que c'est le cas un peu dans tous les sports collectifs, typiquement les sports de ballon. C'est qu'on a des gens qui gravitent un peu autour des terrains. Et là j'ai eu la chance de faire le bon match devant la bonne personne au bon moment. Un peu de talent quand même à mon avis là-dedans. Oui, sans doute, ça faut l'admettre aussi. Quand on est dans son talent, on performe toujours plus qu'ailleurs. Donc voilà, j'ai intégré le noyau élargi des Diables Noirs et puis à force de patience et d'entraînement, j'ai eu ma première cape
le 10 octobre 2009, des dates qu'on n'oublie pas. Voilà. Et donc finalement, c'était un but en soi d'intégrer cette équipe et de persévérer dans cette voie-là, la voie du sport. C'était pas un but, c'était un rêve que j'avais eu avec un pote autour d'une bière au bord d'un lac, au fil d'une discussion très romantique tout ça, hein. Très bromantique comme on dit. Et voilà, il s'est trouvé que j'ai eu cette chance de le vivre. Une chance, mais justement, Anna, donc vous êtes haltérophile. C'est un sport qu'on connaît vraiment très peu. Alors moi, j'avoue, quand on m'a dit haltérophile, j'ai du mal un peu à resituer. Comment ça s'est passé cette rencontre? Donc c'était une question d'athlétisme. Et puis finalement, quand on vous a proposé l'haltérophilie, mais là justement parce que vous aviez un potentiel. Il n'y avait pas seulement ça, donc effectivement je pratiquais l'athlétisme à l'époque et on a décidé d'aller voir quelqu'un qui connaissait bien l'haltérophilie pour développer ma technique, etc. Et donc on a rencontré mon coach à l'époque et effectivement tout de suite il s'est rendu compte qu'il y avait un certain talent physique, ça c'est sûr que c'était nécessaire, donc il a commencé à me demander si je voulais pas revenir, si ça m'intéressait pas, et moi clairement j'aimais bien et même quand on faisait des entraînements de musculation à l'athlétisme, je demandais toujours si on pouvait pas aller faire un peu d'arraché ou d'épaulé jeté, donc les mouvements... Pourquoi? Parce qu'il y a une question peut-être de chaque fois se dépasser, se surpasser, enfin dans tous les sports, hein, mais j'ai l'impression qu'en haltérophilie, tout se joue vraiment en 1 seconde en fait. C'est marrant parce qu'en fait, il y a 1000 raisons pour lesquelles j'adore ce sport et c'est très difficile à expliquer. Et c'est systématique, on me demande toujours pourquoi. Pourquoi l'haltérophilie? En tant que fille, j'imagine que c'est pareil pour toi, Amal. Il y a des sports comme ça. Et en fait, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on aime le foot? Pourquoi est-ce qu'on aime l'haltérophilie? Oui, clairement, et je peux citer 1000 raisons pour lesquelles j'aime l'haltérophilie, mais voilà, quelque chose qui me parle. J'aime simplement le fait de faire un arraché, j'aime ça. J'aime la sensation juste de soulever une barre et de l'avoir au-dessus de la tête. Donc un arraché, c'est voilà, le soulevé de barre. C'est ça, voilà, tout de suite au-dessus de la tête. Et donc c'est cette impression de facilité, cette vitesse de mouvement qui m'intéresse vraiment et que j'éprouve un plaisir vraiment à chaque fois que je m'entraîne, quoi. Ouais, donc finalement, c'était un peu tout naturel que tu ailles vers cette voie-là, mais manifestement, il y avait quand même aussi le talent, le potentiel qui suivait. Vous avez fait une belle percée, disons, une belle ascension. À côté de vous, on a Martin. On parle d'ascension, justement. On va un peu hisser les voiles. On va partir à la découverte de grands horizons, puisque c'est un peu ce que vous avez fait à un moment donné. Mais justement, avant de quitter la Terre pour partir vers ces horizons, vous avez eu un déclic il y a 2 ans. Vous avez tout quitté. Oui, j'ai décidé de suivre ma passion. Une passion qui est née il y a plusieurs années de ça. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Mes parents m'ont envoyé à un stage en France, sur une île déserte, sans électricité, sans eau courante, faire un stage de voile. Et j'avais 16 ans à l'époque et ça a été une révélation. J'ai adoré ça et j'ai continué à naviguer un maximum jusqu'à il y a 2 ans où j'ai décidé de tout laisser tomber pour vraiment naviguer tous les jours et réaliser un projet qui était celui de traverser l'Atlantique en solitaire. Ouais, parce qu'effectivement, ici, je pense que c'est intéressant aussi de soulever ce point-là, c'est que à Bruxelles, pour un skipper, c'est un peu compliqué de s'accomplir. Donc là, il faut opter pour l'exode parce que sinon, ça va être un petit peu difficile. Comment vous avez justement dealé avec ce problème-là? Vous êtes parti à la recherche des points d'eau? Voilà, c'est sûr qu'à Bruxelles, il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Donc la première chose qu'on fait, en fait, c'est se diriger vers la côte. Alors attention, on a 60 km de côte, on en est très fiers. Mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour, surtout quand on veut traverser l'Atlantique. Donc à un certain moment, il faut se tourner vers des centres d'entraînement semi-professionnels ou professionnels où on s'entraîne vraiment tous les jours. Et la Bretagne est la Mecque de la voile et c'est là que je me suis dirigé. Justement, je pense que votre profil est très intéressant pour le prochain point qu'on va aborder parce que on se dit toujours qu'en tant que sportif professionnel, il faut tout abandonner. Il faut avoir une seule chose en tête, c'est le sport. Ce sont les concessions aussi parce qu'on en avait parlé aussi, Martin. À un moment donné, il faut savoir dire non au reste. Il faut faire des concessions. Il faut se diriger vers il faut être combatif, disons. Mais à ce propos-là, vous n'avez pas tous le même discours. Donc Martin, on reviendra sur votre cas par après. Amal et Nicolas, par exemple. Pour vous, ça reste très très important d'avoir des centres d'intérêt autres que le sport. Amal, alors décline-nous un petit peu ta journée. Je sais qu'elle est très complète. Que fais-tu en dehors du sport? En fait, ça dépend dans la semaine, mais souvent j'ai le sport le matin et puis le sport le soir. J'ai soit mes études, donc je vais en cours ou alors j'ai des travaux à remettre, à étudier, etc. Et puis il y a l'association que mes parents ont créée, qui est une association qui prône l'éducation par le sport.
Et donc, on a différentes activités. Et là, je suis bénévole chaque jour. Et qu'est-ce que tu aimes en fait dans ce bénévolat? C'est que... Qu'est-ce que ça t'apporte autre que le sport? Autre que le sport, pour moi, c'est le bonheur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai été confrontée à plusieurs obstacles. Donc, je comprends mieux les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, de l'endroit d'où on vient. Enfin, nous, on est situé sur Molenbeek. Et je sais plus ou moins ce qu'ils peuvent traverser. Et à l'époque, j'aurais aimé avoir autant d'aide que je peux leur apporter aujourd'hui. Et je sais qu'on m'a tendu la main, comme mon beau-père, ma mère, plein d'autres personnes qui m'ont aidé, que je remercie aujourd'hui. Et je sens que c'est important à mon tour, maintenant que tout ce que j'ai reçu, de devoir le partager aux plus jeunes. Et donc, c'est un devoir pour moi. Je n'ai pas d'autre choix. Je propose qu'on regarde justement une petite vidéo qui participe à un projet un peu plus grand. Avec l'aide de 7 autres jeunes, vous avez créé un collectif, Je suis Impact. Alors, je te laisserai expliquer par après ce que c'est, mais je propose qu'on regarde cette petite vidéo. Au début, je n'étais pas très douée. Mais à force de m'entraîner, je suis devenue 4 fois championne du monde. Être persévérant, c'est à combattre tous les jours. Donc si tu as un rêve, accroche-toi. Crois en toi, comme moi j'ai cru en moi. Voilà, on sent vraiment que tu y crois en tout cas en ce message-là. Alors parle-nous juste en 2-3 mots de cette initiative. Donc Impact, le but c'est les jeunes peuvent faire rentrer leur candidature quand ils ont un projet. Elle peut leur octroyer une bourse de 1 000 €. Et donc là, le but, c'est de pouvoir repérer un peu tous les jeunes qui ont un potentiel, qui y croient vraiment, et de pouvoir leur donner un coup de boost et les aider aussi bien au niveau financier que de l'aide de tous les jours. Enfin, moi, je reçois plein de messages sur Instagram, Facebook, où on me demande des conseils, de l'aide. Toujours en sport ou en règle générale? Non, c'est règle générale, donc il y a un peu de tout. Il y a des musiciens, il y a vraiment de tout. C'est très ouvert. Et le succès donc, de cette... on parle de quoi? Un organisme? Vous êtes quoi? Un collectif? En fait, c'est la Fondation Roi Baudouin qui a organisé un peu plus ou moins tout ça. Et donc, on m'a demandé à moi de pouvoir... Et donc, pour toi, c'est un succès à partir du moment où les gens osent peut-être venir te parler, te demander des conseils? En fait, je trouve que ce qui est bien là, c'est que c'est fait par des jeunes. Et donc, ça parle beaucoup plus parce que nous, on comprend plus la réalité d'aujourd'hui. On est plus proche d'eux et on sait exactement quels conseils donner. Et voilà, donc j'ai trouvé ça bien. Ouais, je pense qu'il y en a un qui va un peu tiquer sur ce que tu dis parce que justement, Nicolas, ça doit faire écho à mon avis dans votre parcours, ce que nous dit ici Amal, parce qu'à cette question plutôt de savoir s'il faut tout quitter pour embrasser le sport à 100%, vous avez une réponse toute faite puisque vous avez décidé de quitter l'équipe nationale en mai dernier. Oui, le 11 mars dernier, donc contre la Roumanie, 15e nation mondiale, j'ai senti en fait. Je crois que si vous interrogez un panel de 20 sportifs de sports différents, ils sentent le moment où voilà, il faut mettre ça derrière soi. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un sport collectif où ces 3 dernières années, on va dire, j'ai beaucoup investi de temps dans le management humain des jeunes talents de l'équipe. Je les ai mis dans un fauteuil mentalement, je les ai vus évoluer d'année en année. Je suis très fier de ça. Voilà. Et voilà, je sens que maintenant ils sont prêts pour voler de leurs propres ailes. Et ils me l'ont confirmé en fait, parce que vu que 2 mois plus tard, on a réussi à se maintenir, et c'est historique, dans le top 12 européen au niveau de Rugby Europe Championship en battant le Portugal en match de barrage. C'est une première et ils l'ont fait comme des grands. Donc, voilà, je suis comblé. Mais vous gardez quand même évidemment un pied dans le rugby, donc il ne s'agissait pas de les quitter tout à fait, puisque vous avez repris justement le conseil d'administration de la Fédération belge de rugby. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une envie d'insuffler peut-être une nouvelle voie, de nouvelles ambitions? Avant toute chose, je ne l'ai pas repris tout seul. Non, bien sûr, à 5, c'est ça. Oui, on est 6 élus nationaux, donc 3 francophones, 3 néerlandophones, plus un gars qu'on a coopté pour ses compétences. Et voilà, c'est vraiment chaque fois des rencontres, hein. C'est la vie, pour moi c'est l'acte de rencontre qui symbolise le mieux. On a commencé à en discuter pendant que j'étais encore international avec l'actuel président, Salvatore Zandona. Il y a une discussion, il y a plusieurs discussions qui sont enchaînées et très vite on a pu former en fait une équipe à travers la campagne qu'on a menée. J'aime pas trop ce mot, c'est très politicard, mais il faut bien se faire connaître et faire connaître son projet dans les clubs en Belgique. Pendant le mois de mai-juin et puis les élections ont eu lieu en juillet et je pense que les clubs, et comme nos affiliés d'ailleurs,
et a fortiori nos internationaux, avaient soif de renouveau, d'une nouvelle dynamique, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, et ça je l'ai vécu en tant que joueur, qui n'ont pas été honorées. Je pense que voilà, maintenant on est des êtres humains, on est imparfaitement efficaces, on commet des erreurs mais on avance. On a donné un cap au niveau de performance, un cap au niveau de développement. Là on travaille avec les 2 ligues régionales qui sont les autorités subsidiées dans notre sport. Et finalement on avance grâce à eux, grâce à cette dynamique positive dans laquelle on est. Et ça, heureusement, c'est très contagieux. Et une dynamique positive, est-ce que, d'après vous, ça nécessite justement d'avoir le regard rivé uniquement sur le sport? Ou est-ce que vous encouragez justement, peut-être comme Amal, d'avoir plusieurs centres d'intérêt, de se changer un petit peu les idées, de voir ailleurs? Alors, moi je pense qu'au niveau d'un équilibre personnel, c'est le choix de chacun. Moi personnellement, après 4-5 jours de stage, de formation, de préparation d'un match, j'en ai ma dose du rugby, enfin j'en avais ma dose. Donc voilà, j'ai besoin d'intellect à côté, j'ai besoin d'autres activités stimulantes à côté, créatives aussi. Et même si dans le sport on peut être créatif. Et voilà, je pense que ce que tu fais, c'est magnifique à côté, je tiens à te le dire. Merci. J'ai la chance moi de tout quitter pour partir en Argentine et entraîner des jeunes là, dans les quartiers humbles et dans les prisons pour mineurs. Et je bosse sur une initiative là, avec un pote, Jimmy, que je salue, et qu'on lance voilà, maintenant dans le mois qui suit normalement. Et voilà, le sport comme vecteur d'intégration sociale et d'éducation morale, pour moi j'y crois à 300 à l'heure. J'ai vu des jeunes évoluer en quelques semaines, des mots magnifiques sortir de leur bouche sans même qu'on leur ait soufflé, donc bravo. Toury, je vous vois acquiescer parce que justement vous êtes à l'initiative d'une belle ASBL. 2-3 mots justement sur ce rapport entre le sport et la réinsertion sociale des jeunes. Je pense que voilà, ce qu'il y a, c'est que souvent on va dire dans certains milieux, souvent les jeunes ne savent pas s'exprimer verbalement ou autre, et il reste toute cette énergie qui est en eux, qui a besoin de s'exprimer, et le sport c'est cette manière de s'exprimer. Et donc attirer les jeunes par le biais de l'expression corporelle, par le biais du sport, pour leur inculquer des valeurs, pour leur permettre de s'exprimer, pour leur permettre de s'épanouir, de se construire, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, d'où, après, on arrive à obtenir quand on va dire, le plus important ici, dans le cas, par exemple, de Nicolas, c'est que tu parlais des jeunes, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui leur transmettait non seulement une connaissance pratique sportive, mais surtout de l'amour. Et c'est ça qui fait la particularité. Donc quand on donne, on instruit, mais avec de l'amour, alors on obtient un résultat magnifique avec les jeunes. Exact, parce qu'en fait, donc l'amour qu'on procure à un jeune comme ça, à des jeunes, très vite est gage de prise de confiance en eux. Et si on prend confiance en soi, finalement, on arrive à se projeter, à avoir des horizons. Ce que pas mal de jeunes dans les quartiers n'ont pas, ils ont l'impression de vouloir sauter plus haut, mais de se heurter contre un plafond en permanence. Et c'est juste un break mental qui doit s'opérer, en fait. C'est ça. Et voilà. Bravo à vous deux en tout cas. Je trouve vraiment que cette belle, disons, symbiose entre sport et social, c'est vrai que voilà, ça a le mérite d'être abordé. Bravo pour ce que vous faites. On reviendra sur cette ASBL et j'invite évidemment tous les téléspectateurs à s'informer sur ces belles initiatives parce que c'est vrai que le sport, c'est pas uniquement pour se défouler. Anna, je me tourne vers vous. Donc, au niveau de l'haltérophilie, est-ce que pour vous, il a été question à un moment donné de tout abandonner? Je connais la réponse puisque finalement, vous avez des études à côté de la pratique du sport. Alors comment vous gérez votre quotidien? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je pense qu'en fait, il faut calculer, il faut savoir s'organiser. Si on veut tout pouvoir faire, il faut clairement savoir s'organiser. Et c'est clair que pour moi, il n'a jamais été question d'arrêter mes études parce que vivre du sport, c'est bien pendant un temps, mais après... on n'est pas sûr du lendemain, une blessure ou un problème ou perte de motivation tout simplement, parce que ça c'est aussi un problème. Quand on se concentre uniquement sur le sport, quand on a un problème de performance, tout de suite ça se répercute sur l'estime de soi, etc. Et je pense que c'est important d'avoir aussi quelque chose sur le côté pour pouvoir respirer en fait.
Donc justement, vous parliez du fait que ce n'est pas viable le sport. Je pense que ça va être vraiment le dernier grand chapitre de cette émission. Est-ce que finalement, en tant que grand sportif, on peut vivre à Bruxelles, on peut vivre de sa passion? Je vais me tourner d'abord vers Martin, puisque votre cas est un peu particulier, puisque en étant skipper, on a déjà besoin d'un capital assez important et d'un backup financier conséquent. Il faut acheter un bateau, il faut, j'imagine, l'héberger, il y a tout l'aspect logistique qui suit. Comment ça se passe à ce niveau-là? Vous avez tout quitté il y a 2 ans. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous vivez uniquement de ça? Comment? Alors j'ai tout quitté il y a 2 ans parce qu'effectivement c'est une activité qui est assez chronophage, que la voile pour finir ça demande énormément de préparation. Faut savoir que notre bateau c'est notre maison, c'est notre vie en mer, donc s'il y a quoi que ce soit qui arrive, eh bien on est exposé physiquement et on met notre vie en danger, donc on peut prendre absolument aucun risque à ce niveau-là, donc il y a beaucoup de préparation à ce niveau-là. Faut dire que la voile est aussi dépendante de la météo, et donc on a des facteurs climatologiques qui font que on a quand même besoin d'énormément de temps. Ce qui fait que c'est une activité qui est quand même très 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 chronophage et qui, si on veut vraiment réaliser des projets d'ambition, la transatlantique est un exemple, mais il y en a qui font le tour du monde et qui rigolent quand je parle de transatlantique, donc il y a encore moyen d'aller beaucoup plus loin. Ça demande un investissement en temps énorme. Voilà. Alors j'ai décidé à un moment donné de tout quitter pour faire ça à plein temps. Alors j'ai compté sur mes amis, sur mes parents qui m'ont bien sûr aidé dans un premier temps. Il faut savoir que la voile, c'est un sport qui est aussi très très solidaire, où on s'aide tous les uns les autres, et particulièrement la classe mini, je les salue également, mais qui travaille en fait à partager du matériel, on se prête énormément de choses. Au départ, c'est un peu du bricolage, en fait. Au départ, c'est complètement du bricolage. Alors, les bateaux se louent au début, ils se prêtent, donc on n'est pas du tout obligé d'acheter un bateau neuf comme on achèterait une voiture neuve en sortant du garage. Et alors, c'est très rarement ce qui se passe en ce qui me concerne, mais j'ai acheté un bateau qui a déjà 2 ou 3 transats, qui est un bateau d'ancienne génération. Il faut commencer avec ce qu'on a et il faut commencer modestement pour après avoir des plus grandes ambitions. Et au niveau des subsides, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que pour certains sports, on peut se dire, une fois qu'on est sur le podium, on reçoit soit un défraiement pour certains, soit vraiment un grand paquet d'argent pour d'autres. En voile, comment ça se passe? Il faut trouver des sponsors. Est-ce qu'on peut être subsidié réellement? Mais je crois que c'est le même combat pour tout le monde. Je crois que chercher des sponsors, comme je le disais hors antenne, c'est un sport en soi. Il faut vraiment se battre pour obtenir des fonds et être sur la ligne de départ. C'est une réussite en soi et c'est pas tous les jours facile. Alors pour ce qui est des sponsors et du financement, il y a la fédération, il y a l'ADEPS qui aide les jeunes. Pour ça, il faut avoir un statut évidemment qui n'est pas toujours facile à obtenir. Ça c'est j'ai envie de dire le public. Après il y a le privé aussi. Le crowdfunding, ça existe. Nicolas en a parlé il y a une seconde. Il y a un tas d'entreprises qui sont à la recherche de valeurs d'entrepreneuriat, de dépassement de soi. Donc ça peut être une solution aussi. Et je crois que les deux doivent coexister. Ouais, justement, vous avez parlé de contrat, mais Anna et Amal, vous êtes toutes les deux sous contrat cette année. Amal, c'est déjà la 4e année. Anna, c'est déjà la 4e année. Amal, c'est la première année en temps plein. Qu'est-ce que ça représente? Donc ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un contrat, donc ça veut dire que tous les mois, vous recevez un soutien financier qui vous permet de progresser dans votre catégorie, dans votre sport. C'est une excellente chose, mais avant d'arriver jusque-là, il faut faire quoi? Il faut montrer en fait qu'on vaut la peine de recevoir un contrat? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu ne fais pas réellement de résultats, donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait besoin d'argent pour pouvoir prouver que je pouvais y arriver, donc que je devais voyager pour pouvoir participer au championnat du monde et montrer que je pouvais faire du résultat. Juste parenthèse, avant d'être sous contrat, donc tous les championnats sont pris en charge par la famille. C'est ça, tous les défraiements, tous les déplacements sont pris en charge par la famille. C'est ça, entièrement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on a dû voyager à nos propres frais, faire du résultat. Et on a toqué aux portes pour essayer de demander de l'aide, mais qu'on ne nous a pas donné, parce que on n'avait pas encore fait de résultats. Donc, et du coup, c'est seulement après mon 2e championnat du monde que j'ai pu avoir de l'aide. Voilà. Est-ce que, à ton avis, il faut absolument avoir le contrat tout de suite, ou est-ce que finalement ce cheminement est une bonne chose? Qu'est-ce que tu penses de ce système-là? Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas perdre l'objectif. Donc le but, c'est pas l'argent, mais c'est le résultat. Et nous, on prend ce qui vient après. Donc nous, on s'est basé d'abord sur l'entraînement, les résultats.
Et puis, ce qui vient, bien, on le prend à bras ouverts. Voilà. Je reprends ta phrase. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est le résultat. Parce que Nicolas, votre perception justement de ce duo argent-sport est un peu particulière. Pour vous, finalement, le sport est sali quand il y a trop d'argent en jeu? Non, pas spécialement. Quand il y a trop d'argent qui est mal amené dans le sport, là, il devient sali. Moi, j'ai eu la chance d'être amateur de haut niveau, donc de jouer contre énormément de joueurs professionnels et semi ou pleinement professionnels, mais sans que l'argent soit un incitant. Donc je l'ai fait au cœur, mais voilà, j'ai la chance d'avoir un boulot à côté, de l'avoir eu pendant toute cette période. Voilà, je peux comprendre aussi qu'il y a des jeunes qui ont envie d'être défrayés, d'avoir des contreparties financières pour performer à ce niveau-là. Et ça s'entend, et voilà, c'est juste la manière dont on l'amène. Haltérophilie et voile, ce sont aussi deux domaines qui peinent un peu aussi à être médiatisés. Martin, vous me parliez justement de cette médiatisation. À votre avis, c'est aussi cette question-là, c'est que tous les sports peu médiatisés, finalement, ne permettent pas d'en vivre? Mais je crois qu'on a un peu tous le même problème, c'est que jusqu'à un certain niveau, on n'est pas médiatisé. Et puis il faut arriver à un certain stade pour être médiatisé. Aujourd'hui, le Vendée Globe, tout le monde en parle. Personne ne parle de la Mini Transat que je viens de terminer. Et c'est d'autant plus difficile d'en parler que cette course interdit les moyens de communication. C'est une des seules courses au monde où on ne peut pas avoir de téléphone portable ou de téléphone satellite, donc on ne peut pas communiquer avec la Terre. Donc c'est une des seules courses qui est racontée à terre après la fin de la course. Donc voilà, après je crois que les médias et tout le monde est à la recherche aussi d'aventures, d'histoires, et je crois qu'à cette table il y en a plein, donc pour finir, quand elle est bien racontée, elle intéresse. Anna, justement, deux mots sur le fait que ce soit viable ou non, sur le fait que ce soit médiatisé ou non. Vous aspirez peut-être à être coach en haltérophilie, est-ce que ce serait viable cette situation-là? C'est-à-dire qu'on peut devenir coach, mais par contre, comme tu disais Nicolas, c'est au cœur. C'est très difficile dans certains sports, donc forcément ça dépend du genre de sport, mais dans des sports comme les nôtres, c'est vraiment difficile, voire impossible d'être entraîneur professionnel. Il n'y a tout simplement pas la structure pour ça, il n'y a pas les athlètes non plus, je parle de l'haltérophilie en particulier. Donc non, je pense pas que, pour l'instant, je pense pas que c'est possible d'être entraîneur professionnel. Finalement, vous pratiquez tous un sport qui est assez particulier, dont on entend peu parler, mais vous avez persévéré, vous avez absolument, j'ai même pas envie de dire, eu l'envie d'aller jusqu'au bout, parce que en fait, ça vous a un peu collé à la peau. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et là, je pose vraiment la question à tous, le premier qui répond à gagner. C'est quoi? C'est la passion, vraiment? Je sais pas, je vous pose à tous. Oui, la passion, c'est une drogue. La passion, c'est une drogue. Donc, à un certain moment, quand on s'en passe plus, quand on y a goûté, quand on se rend compte des effets positifs qu'a le sport sur notre santé mentale, sur notre environnement social, eh bien, on le lâche pas. Et atteindre des objectifs ambitieux, c'est extasiant. Et ça donne envie de continuer. Donc, pour finir... je crois que c'est vraiment une drogue. Est-ce que les titres peuvent être une motivation, très, très rapidement? C'est sûr. C'est sûr, quand tu gagnes, tu as encore envie de gagner, ça c'est sûr. Après, pour moi, ce qui m'a permis de continuer, c'est que le sport, en tout cas le tatami, c'est l'endroit où je me sens bien, où je me sens moi, où je me sens forte aussi. C'est l'endroit où je sens que je gère. Donc c'est ça, c'est vraiment le seul endroit où je me sens vraiment bien, trop bien. Où je sens que je suis chez moi. C'est ce que j'allais dire, c'est une source d'ancrage personnel. Voilà. On se sent bien, on se sent dans son élément. Tu contrôles la situation, tu sens exact. Que... Puis aussi, on parvient à renoncer à certaines choses pour y arriver. Ça, c'est une grande satisfaction, parce que ça génère une discipline individuelle qui finalement nous rend heureux. Quels sont les conseils que vous donneriez justement à toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont à un moment donné envie de se lancer, mais qui se disent « Ah, Bruxelles, pas énormément de potentiel, d'opportunités, de possibilités ». En 2-3 mots, chacun un tour de table pour terminer cette émission. Un conseil, ou 2, ou 3. Pour moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut beaucoup croire en soi, même si autour de soi, ce n'est pas le cas. Si les autres ne croient pas en toi, il faut croire en soi, patienter, savoir vraiment patienter, et puis les choses arriveront tout seules. Ori, 2 mots? Alors, je dirais simplement... l'essentiel, c'est de vivre ce dont on croit.
Donc, c'est-à-dire à un moment donné, j'aime quelque chose, je voudrais pouvoir me réaliser, eh bien, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je verrai bien le résultat, mais au moins je l'aurai fait. C'est le plus important. Au moins je l'aurai fait. De l'autre côté de la table, qu'est-ce qu'on en dit? Des Moi, je crois conseils? qu'il faut s'entourer. Il faut s'entourer de professionnels, il faut s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut et qui dégagent l'énergie positive. Il faut s'entraîner beaucoup, beaucoup, s'entraîner encore. Et puis après, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je crois que ce seront mes trois conseils. Voilà, merci. Bon, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais on a compris en tout cas les conseils que vous nous donnez. Ces conseils, ce sont croire en soi, c'est persévérer, c'est rester motivé quoi qu'il arrive. Et ça sonne un peu comme un conseil international, pas uniquement pour le sport. Alors, je propose qu'en cette année 2018, on soit plein de bonnes résolutions. On croit en soi, on espère, et puis on reste motivé tout au long de l'année. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.